Salam alaikum Azul, bonsoir. Vendredi 121, le vendredi du refus qui va précéder les élections que le régime est en train de concocter contre la volonté populaire, après avoir essuyé 2 boycotts massifs, celui des présidentielles, qui a connu le boycott massif, le plus considérable, le plus remarquable depuis l'indépendance, un boycott que le président désigné par l'armée ne veut pas reconnaître comme tel, puisqu'il se dit le président le mieux élu par les Algériens depuis l'indépendance. Rien que ça. Nous avons connu aussi le référendum pour la Constitution, qui a été tout aussi massivement rejeté. Et la guerre des clans a fait qu'ils n'ont pas pu éviter de présenter les chiffres tels qu'ils sont. Ils ont pu un peu les gonfler, mais ils sont des chiffres extrêmement bas, 23% à peu près. Et donc là, ils sont en train de nous dire, monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France notamment, qu'il y a un véritable engouement. Il dit même l'ampleur de l'engouement des Algériens pour ces élections. Et tout le monde sait que, en termes d'engouement, c'est juste le contraire en fait. C'est au moins une indifférence marquée, si ce n'est une volonté déterminée de boycotter. Mais demain, hier pour les itinérants en Algérie, les nomades, aujourd'hui, demain et après-demain pour la communauté algérienne à l'étranger, et à partir de samedi, ce sera pour les électeurs algériens en Algérie. Et donc, et j'espère que leurs caméras et leurs chaînes de télévision vont nous montrer ces foules et cet engouement des Algériens pour les élections. Nous allons donc en parler dans 2 plateaux successifs. C'est une couverture spéciale. Et dans ce premier plateau, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi mon ami Sadr Sellem, historien, journaliste. Sadr, merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie. Merci. Farida Hamidi à côté de vous, psychologue clinicienne, activiste politique. Farida Hamidi, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Bonsoir. Alors, Nora Bakouche, hirakiste et médecin. Nora, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et mon ami Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88, tient-il toujours à préciser. Vous aurez remarqué que j'ai dit mon ami Brahim, mon ami Sadr, et je n'ai pas dit mon ami Farida et mon ami Nora. Au risque de... Je laisse la suite, je laisse chacun deviner. Hein. Alors, mes chers amis, je vous propose, avant de commencer cette émission, de vous montrer M. Tebboune, qui est en train de nous dire, il est en train de se fabriquer une image, un véritable mythe de, comme l'a dit Khaled, comment il s'appelle déjà Kamel Daoud. Kamel Daoud, dans le quotidien d'Algérie, il l'a présenté comme étant une forte tête. Et dans Le Point, dans le fameux publi-reportage qu'ils ont appelé Interview, ils ont même parlé de traversée du désert de cet homme qui s'est toujours opposé au régime, etc. Alors, et lui-même le dit, hein, il le répète à satiété, qu'il est contre le régime, qu'il l'a payé très cher, ainsi que sa famille, et même ainsi que son fils qui a été accusé pour trafic de cocaïne. Mais nous allons l'écouter du temps de Bouteflika. Regardez. رئيس ما يسيرش يعني كان في وضع صحي لا يسمح له حتى بالكلام حتى أنا ما عنديش توجيهات أخرى من غير توجيهات الرئيس. نعم. رئيس ما يسيرش توجيهات أخرى من غير توجيهات الرئيس. نعم. رئيس ما يسيرش. Il y a d'autres images que nous allons vous montrer. Nous allons encore voir M. Tebboune sur Ouyahia, la 3. Regardons M. Tebboune avec Ouyahia lors de la passation de consigne. في عصابة باش تستولي
على السلطة في الجزائر لمدة 5 سنوات أخرى، وتنهب ما بقي لم ينهب بعد، وربما كانت تنتهي بأمور عنيفة. نهني أخي وصديقي ورفيق الدرب سي أحمد على الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس، واعتبر أن ثقة في محلها لأن له كل تجربة وكل حنكة في تسيير أصعب الظروف. أعيد فخامة الرئيس أننا سنواصل المشوار الذي بدأه أخي وصديقي وزميلي ورفيق الدرب أنا وعبد الملك، بيناتنا 33 سنة دو كومبانيوناج. وصديقي ورفيق الدرب سي أحمد على الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس، واعتبر أن ثقة في محلها لأن له كل تجربة وكل حنكة. Alors voilà, compagnonnage, c'est ça, sa traversée des déserts en fait. À votre avis, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi? C'est un déni? Il est dans quoi? Je commencerai volontiers par la psychologue. Franchement, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment on peut... C'est un personnage public, il ne peut pas cacher son passé, il ne peut pas cacher ce qu'il est, ce qu'il a été. Et pourtant, c'est ce qu'il dit tout le temps. Il est dans quoi? Ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui leur échappe, tout simplement. Parce qu'avant, ça marchait par la désinformation, par une propagande qui était possible avec une fermeture sur les organes de presse. Mais là, il y a quelque chose qui leur a complètement échappé par les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et que les jeunes maîtrisent. Et que voilà, ils continuent peut-être pour une certaine catégorie de la population éventuellement, mais c'est au-delà du déni en fait. Parce que tous les gens l'ont entendu sur le NTV quand il était du temps de Bouteflika. Mais il ne s'adresse à personne, il est missionné. Il ne s'adresse à personne, il s'adresse à lui-même, il est en train de se parler. Il est là parce qu'on l'a désigné, il est en train de parler aux maîtres qui l'ont désigné là. Il est en train de réciter une poésie, un papier qu'on lui a écrit, tout simplement. Mais même ceux qui l'ont désigné... direct, tout est enregistré. En fait, un président qui ne fait jamais d'allocution en direct, et absolument tout ce qu'il dit est enregistré, surveillé, coupé, arrangé là où il faut. C'est au-delà du mensonge, en fait, c'est des méthodes complètement archaïques qu'ils continuent à utiliser, mais il n'y a que eux qui croient, et je dis bien eux, parce que Tebboune, il représente, c'est une façade civile de ce qu'on n'arrête pas de dire, hein, d'une junte militaire qui a mis la main sur le pays depuis 1962. Mais ceux qui l'ont désigné, dont vous êtes en train de parler, eux-mêmes étaient de la Essaba, comme il dit lui. C'est la même chose. Les généraux qui l'ont désigné sont les généraux qui ont désigné Bouteflika, sont les généraux qui étaient du temps de Bouteflika, qui disaient comme lui, Fakhamatuhu Abdelaziz Bouteflika, c'est les mêmes. Lui-même est une Essaba, avec une affaire de cocaïne. Là, on est au-delà de la prédation d'une richesse de pays. Hein. Là, on parle carrément de trafic, Voilà, maintenant, la teneur de cette histoire-là, est-ce qu'on a les tenants, les aboutissants, comment ça s'est réellement passé? Mais là, on est dans des scandales, en fait, d'État. Et on a un monsieur qui vient, qui se présente, qui n'a même pas la légitimité, hein, d'ailleurs. Hein, là, on est en train de parler... C'est pas ce qu'il dit, lui. Lui, il dit « Je suis le président le mieux élu ». Ouais. Depuis l'indépendance. Mais c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai, tout simplement. Donc, en fait, il y a une rupture totale entre le peuple et ces gens-là, en fait. Nous, on s'en rend compte, et comme je l'ai dit l'autre jour, le Hirak est devenu vraiment un style de vie. Donc, c'est pas eux ce qui les rassure, c'est qu'ils nous voient dans la rue. Ils ne nous voient pas dans la rue. Le spectre du Hirak, il est là, en fait. Il y a une prise de conscience par rapport à ces gens-là. Voilà, ils ont un comportement autistique. C'est pas du déni, hein, c'est vraiment le comportement. Vous allez à la crèche, vous allez observer le comportement de quelques enfants, vous allez voir un enfant qui veut passer de l'autre côté, il y a un bébé devant lui, il ne va pas le contourner, il va lui passer dessus. Voilà, c'est un comportement complètement autistique. N'était pas là. Il va le mordre pour lui exprimer son amour et son amitié. Donc ces gens-là, peut-être que voilà, hein, ils ont des troubles avérés, ça c'est sûr. Mais au-delà de ces troubles-là, bah, c'est des voleurs qui sont là, qui ne veulent pas bouger. Et, ils n'ont aucune légitimité. Après, juste pour revenir sur Kamel Daoud, en fait, pour rebondir,
Juste le jour où Kamel Daoud commencera à dire du mal de Tebboune, là je commencerai à m'inquiéter. Mais il est dans son rôle en fait. Et pourquoi vous vous Bah pour moi, inquiéteriez? un Kamel Daoud, et d'ailleurs je ne dis pas Kamel Daoud, je dis un Kamel Daoud, c'est pas Kamel Daoud en soi qui est un problème, c'est la représentation de toute une classe intellectuelle qui fait la danse du ventre en fait devant ces gens-là parce qu'ils se nourrissent de ça, ils mangent de ça. Nous on a un travail, eux leur boulot en fait c'est de manger dans la main de ces gens-là. Donc son discours si vous voulez, il est cohérent avec son rôle. Voilà, un Kamel Daoud, le jour où il dira du mal de Tebboune, ah ben là on sortira peut-être du fonctionnement autistique. Hein. Voilà. Nora, pardon. Je rejoins Farida, ce qu'elle a dit, on a dépassé le stade du déni, on est complètement dans un délire total. Et en l'écoutant, c'est une torture déjà de l'écouter. Comme elle a dit avant, c'est vrai que c'est pas un direct. Donc c'est enregistré, c'est coupé, c'est monté et tout. Et malgré ça, il est incapable de dire 3 phrases de suite sans le kada et kada. Donc, bon, voilà, il faut bien comprendre son langage, je pense. Hein, on doit l'enseigner hein, pour pouvoir comprendre son président, ce qu'il dit, ou le président désigné. Il faut vraiment avoir le code. Parce qu'on ne comprend pas forcément. De contradiction. Pourquoi il n'essaye pas, à la limite, de nous rouler dans la farine, mais de façon un tant soit peu intelligente, un tant soit peu logique. Par exemple, nous dire, oui, on est tous responsables de ce qui s'est passé, mais on va essayer de tout arranger ensemble. Et il fait table rase du passé, il n'en parle surtout pas. Pourquoi est-il dans une démarche aussi outrancière, aussi contradictoire, alors qu'il aurait pu être plus intelligent et arrondir un peu les angles, sans pour autant nous mentir autant? Premièrement, parce qu'ils ne sont pas intelligents, tout simplement. Par moment, avant, je disais, ce régime s'adresse aux écervelés, parce qu'il faut l'être pour pouvoir, à la limite, essayer de les comprendre. En écoutant Tebboune ou Chengueriha ou peu importe d'ailleurs, franchement, pour moi, il s'adresse aux morts. Tu ne peux pas t'adresser à un vivant. C'est pas, parce que même si tu n'es pas intelligent, tu as vraiment un neurone sur des milliards de neurones qui fonctionnent, tu ne peux pas l'entendre, tu ne peux pas l'écouter. L'entendre, tu peux l'écouter. Mais tu peux l'entendre, mais tu ne peux pas l'écouter. Après, c'est des gens qui sont outranciers. C'est un régime qui s'est tout le temps tout permis. C'est les maîtres. C'est au-delà des maîtres, c'est des dieux. Eux, ils décident, les gens sont insoumis et on n'a que sama wa ta'a. C'est exactement cela. C'est pour ça qu'ils sont dans leur lancée. Il y a une rupture totale, il y a un divorce total avec le peuple. Et quand on est comme ça, après on dit aussi, pour être un bon menteur, il faut avoir une excellente mémoire. Oui. Ah là, ils l'ont pas du tout. Donc, c'est le cas de le dire. Donc, ils ont tout oublié. Tu peux mentir, ils ont appuyé sur le bouton reset. Tout effacé. Sadr Sillam, sur cette très curieuse attitude, comme s'ils avaient oublié ce qu'ils avaient été, comme s'ils voulaient l'effacer, comme s'ils voulaient le gommer, alors que c'est tout près, c'est tout proche, qu'il y a Internet, qu'il y a des possibilités. Bon, on vient de le faire, de mettre des VAR, comme on dit, pour montrer les gens dans leurs contradictions. Ils disent une chose et son contraire. À votre avis, ils sont dans quoi? Et il est dans une politique qui se limite à ce qu'on appelle ici des éléments de langage. Il y a 2 mots-clés, c'est le Hirak al-Mubarak et l'Aïsaba. Or, ces 2 mots, qui sont essentiels depuis la campagne électorale, moi je me suis donné la peine de voir des heures de déclaration du candidat Tebboune qui ont convaincu une partie de l'opinion légaliste algérienne qui ne veut pas de troubles et qui lui ont fait confiance. Et il y a toujours... Alors, j'en arrive à me demander si ces 2 mots-clés n'ont pas subi une sorte de glissement sémantique. Parce qu'il a commencé à dire qu'il y a Hirak et Hirak. Il y a un Hirak qui est maudit. Il y a un Hirak qui est béni. Oui. Et il ne dit plus l'Assel, il dit l'Asli.
Il a changé de... Oui, oui. Ouais, avec Le Point et avec le Parce Jazeera, qu'il a dit plus changé Asil, il dit de l'Asli. conseiller de communication aussi. Ah, d'accord. Bon. Et quelle est la différence entre l'Asil ou l'Asli? Originel et Oui. authentique, c'est ça? Oui, il y a l'authentique et L'originel. il y a le côté copie et original, comme dit Le Pen. Bon. Mais même pour la définition de l'Aïsaba, ce n'est plus... Parce que moi, je l'ai vu de près, des heures d'enregistrement sur les chaînes satellites algériennes avant le 12 décembre. Il a dit il n'est pas question de libérer les membres de l'Aïsaba. Or, visiblement, l'Aïsaba, ce n'est plus les mêmes membres, puisqu'il en a libéré quelques-uns. Ah oui. Oui. Ah oui. Voilà. Et l'explication, on la laisse aux politologues qui considèrent que le pouvoir algérien a toujours une structure clanique, des décideurs de l'ombre qui imposent leur point de vue, et celui qui s'exprime est tenu de trouver un compromis entre les différents clans, ça c'est possible. Mais pour nous, qui voyons les choses d'assez loin, et nous jugeons selon le madhab zahiri, comme on dit en islam, selon les apparences. On ne juge pas le Batin. corps et les reins. Bon. Moi, je constate avec beaucoup de tristesse que Tebboune a déçu les gens qui ont accepté d'aller voter pour lui. Parce qu'ils ont dit, bon, on nous propose une solution politico-constitutionnelle, on respecte, etc. Beaucoup de gens ont cru à ce respect de la Constitution, au refus de la période transitoire mais les gens ont cru à une véritable rupture avec ce qu'il est convenu d'appeler le système. Peut-on parler de rupture dans une situation où nous voyons que le véritable maître des lieux, qui est l'oligarchie militaire, a décidé d'installer cet homme à la tête de l'État algérien? Nous savons tous qu'il n'a pas été élu, qu'il a été installé, les gens qu'il a été qui désigné. sont indulgents avec lui, ils se réfèrent à un autre principe du droit musulman, Traduction. Les actes ne valent que par leur version finale. Quelqu'un peut avoir été dans l'erreur, mais si dans la dernière manche il est sur la voie droite, on lui fait confiance. Et ça efface. Oui, d'accord. Bon, le fait qu'il ait été élogieux, flag corner avec un membre éminent de l'Aïsaba, il peut avoir fait sa repentance et décidé de rompre. Visiblement, non. Parce qu'il a commis des erreurs de politique quotidienne. Les gens s'attendaient à ce qu'il renvoie immédiatement le Parlement de l'Aïsaba. Oui. Or, il a reporté. Et il lui a même fait valider le projet de constitution. Absolument. Une constitution validée par les gens qui sont Qui sont de l'Aïsaba. le grand Satan pour lui, comme disait Khomeini, c'est un problème. Mais il n'y a Ensuite, pas que le il a Parlement. dit- Il n'y a pas que le Parlement. L'Aïsaba, c'est les généraux qui l'ont désigné, c'est lui-même, c'est la plupart des grands commis de l'État, c'est tout le monde. Ils sont tous de l'Ancien Régime. Oui, Tous, là, sans presque aucune exception. on ne peut plus parler de rupture avec le système en reprenant les mêmes Eh oui. pour recommencer. Donc, le président Tebboune, président de fait, je l'appelle président parce qu'il est président de fait, il a un problème avec les gens qui lui ont fait confiance le 12 décembre. Je ne parle pas des autres, Oui. qui ne se sont pas déplacés pour voter. Or, on mesure donc le degré de déception si l'on considère le Hirak comme un démenti à tous les politologues, algérologues qui ont dit les Algériens sont fâchés avec la politique. Mais le Hirak a montré qu'ils étaient en rupture avec l'Aïsaba et qu'ils demandent une autre pratique de la politique pour une vraie démocratie. La question, est-ce que ces mesures, la Constitution, quand le Tebboune était hospitalisé, on ne savait pas de quelle constitution il s'agissait en janvier, puisqu'il n'a pas signé la nouvelle, donc avec toutes ces ambiguïtés. Il ne l'avait pas promulgué. Ouais. Et il ajoute encore le retard des élections législatives avec des procédures de l'Aïsaba. Parce que je suis renseigné par téléphone, des gens qui me demandent mon avis, les candidats de l'immigration, ils se plaignent de pratiques dans les consulats dignes des années 90. La brutalité avec laquelle on a évincé des candidats
qui sont réellement indépendants. Et on a introduit, on a ressuscité des méthodes liées au régionalisme, au clientélisme, au népotisme. Les candidats qui ont été sélectionnés, c'est au prix du rejet de candidats qui croyaient au discours de Tebboune, parce qu'il a dit l'État va financer les jeunes candidats de moins de 40 ans diplômés de l'enseignement supérieur. La plupart ont été évincés. Parce qu'ils ne connaissent pas le vice-consul, parce qu'ils ne connaissent pas le commandant. Peut-être pour choisir l'un au détriment de l'autre. Ensuite, je me souvien très bien, moi je ne suivais pas, parce que j'écrivais mon livre, le meilleur moyen d'être objectif, c'est de ne pas subir la pression de l'actualité algérienne, contradictoire, rumeurs, blogueurs, etc. Mais je me souviens avoir entendu le président lors de ses innombrables points de presse, où il a dit « je vais changer le gouvernement ». Il s'est même plaint de l'inefficacité du gouvernement. Le gouvernement est toujours là. Donc, quelqu'un qui trouve le moyen de perdre la confiance des gens qui lui ont fait confiance par patriotisme, par refus du chaos ou du trouble, c'est au moins un semi-échec. Et maintenant, il reste à voir les élections d'après-demain. Il faut en parler pour voir si ça va être la rupture ou c'est les mêmes méthodes qu'avant, puisqu'on en parlera après. Alors, nous allons recevoir par téléphone Maître Badi au téléphone qui est avec nous. Oustad Badi, marhaba bik. Vous êtes avec nous, Maître Badi. مرحبا سي جمال، نعم أنا معكم. أهلا بك أستاذ. واش الأمور في البلاد قبل ما نتكلموا على الانتخابات؟ خبرنا باسكو انت شويه عندك امور تقضيها لازم نسرحوك. قبل ما نتكلموا على الانتخابات في ذاتها، واش تخمم يعني في هذا الناس اللي اليوم نزعوا نفوسهم من العصابه؟ خاطيهم هما العصابه بالعكس الشديد، هما قاعدين يقولوا لنا احنا العصابه رانا قاعدين ندخلوا فيها الحباس ورانا نشرعوا فيها ونحوا لها في الدراهم اللي نهبتها. كل ما كانوا معاهم ما تمشوا معاهم ما خدموا مع بعضهم. وكاين حتى اللي يقول كيما سي تبون يتكلم على كيف يقولوا بالعربيه لا ترافيرسي دو ديزير، عبور الصحراء. يعني كانوا ضد النظام كيما سي تبون ومرمدوهم وتعبوهم. معروف هو انه تبون الوقت الوحيد اللي كان خرجوه هو في لافير خليفه، كان مينيستر لابيتا منعوه من لا جوستيس بس خرجوه قعد 10 سنين بدون وظيفه، ثم رجعوه مينيستر لابيتا كل ما صرا والو. استاذ بادي. سي جمال، اولا مساء الخير. مساء النور. لكل ضيوف الكرام ولكل متتبعي قناه المغاربيه. الله يبارك فيك. احنا كنعاودوا نشوفوا التصريحات تاع تبون الاخيره، تصريحات يعني فيها غياب تام من الدقه، لا من ناحيه الارقام لا من ناحيه المصطلحات، وهذا في الحقيقه امر خطير. يعني انه نتكلموا مثلا في بدايته يتكلم مع صحفي الجزيره يقولوا ان 3 عقود ما راناش على اتصال مع الجزيره. لما نعرفوا ان القطيعه بين الجزيره وبوتفليقه كانت مباشره بعد رئاسيه 99، يعني من سنه 2000، يعني عقدين. انه رئيس دوله من المفروض علاقاته تكون فيها وتصريحات وارقامه تكون في غايه الدقه، هذا امر مهم. يتكلم وكاننا عندنا 30 سنه، 3 عقود معناها 30 سنه ما عندناش علاقه مع الجزيره، والمساله مرتبطه بعقدين وليس ب3. وهذا الشيء يعني يعطي انطباع بانه غياب الدقه بالنسبه للدوله امر يعني غير مقبول تماما. يتكلم على شخص بوتفليقه، يتكلم على شخص بوتفليقه، لو انه المتتبع يقف ويضع سطرين على الكلام اللي يتكلموا على بوتفليقه، اتكلم عليه وكانه ملاك. يقول بانه الرئيس ما يسيرش وكان في وضع صحي لا يسمع له بالكلام. يوصف اولا بالرئيس، يوصفه بالرئيس، والانسان كي يكون غاضب من مرحله وغاضب فعلا من فتره وغاضب حتى من طريقه سيرها، لا يمكن ان يصف بوتفليقه باي شكل كان بوصف الرئيس. ما زالوا يعتبروا رئيس، وهذا الشيء في المفهوم السياسي له عده ابعاد. يقول باللي كان في وضع صحي لا يسمح به الكلام، وكانت عصابه وكانت تستولي، وكان بوتفليقه كان ملاك منزل، وانه المرض نتاعو
خلى الناس تحيط به وتفسد البلاد، وانه بوتفليقه ما كان عنده حتى دور في هذا الانهيار اللي وصلنا له وهذا الوضع الكارثي. وعمرنا ما سمعنا تبون ادان بوتفليقه او ذكره بسوء. هذا مساله يعني لازم نركزوا عليها. المساله اللي تتعلق بادانه المرحله، تبون يتكلم على أن العصابة وصلت إلى درجة ذوبان الدولة ولينا نتقهقر ويتكلم. هل بالله عليك هل الجزائري واحد سمع بأن تبون في تلك الفترة، يعني في الفترة اللي اسمها فترة الذوبان الدولة وفترة التقهقر ووصلنا إلى عصابات، وصلنا قريبا إلى انهيار الدولة، هل سمعتوا تبون تلك المرحلة في تلك الفترة؟ هل تبون بالعكس نحاوه وداروا يحيى زكوا يحيى وكأنه دار باتونسيون كونسي بشكل طبيعي وبشكل عادي، وخرج ودخل الدار ولم يدين أي شيء، وقبل اختيار فخامة رئيس الجمهورية وقبلوا والسي أحمد إنسان لا بأس به وكفى. هذا هو الكلام اللي يتبون بعد ما نحاوه من رئاسة الحكومة أو منصب وزير الأول. يعني هذه في اقل وظيفه سياسيه بالنسبه لي. اذا اين تصريحاته في ادانه المرحله في تلك الفتره؟ بالعكس الناس اللي راهي في السجون الان، الناس الجزائريين اللي راهم في السجون الان هم اللي كانوا يديروا المرحله وهم اللي كانوا يناظروا. وحتى شوف حتى الحراك اللي كان يتكلم ضيفي الكريم على الارسل والاصلي، هو قال باللي ينزلوا لنا رب العالمين. وي ونكروا احنا نؤمنوا بالمولى عز وجل، نؤمنوا بالمولى عز وجل بالاراده الالهيه، بصح في نفس الوقت لازم نحيوا ثاني الاراده الشعبيه ونقولوا بانه هذا المسار هو مسار تاع الشعب يريد ان يتحرر، والمولى عز وجل يريد الانسان يكون متحرر. المؤمن القوي خير المؤمن الضعيف. يركز في كلامه على لو شيفر تاع 13 مليون. تصور اخي جمال الدين انه ذكر رقم 13 مليون، ذكروا 6 مرات في حواره مع الجزيره. في كل مره يتكلم على 13 مليون انقذوا بلادهم، 13 مليون كانوا في الشارع، 13 مليون ناخذ. يعني كلامه كلش كان مركز على المساله الرقميه، وفي كل مره يحاول ياكد بانه الحراك الان بقاو فيها المئات، بقاو فيها المئات الحراك. لماذا كل هذه المدرعات والمدجاجات والشوارع مغلقه اذا كانوا مئات فقط؟ فلماذا كل هذه السجون؟ انا نقول 100 في السجون ماهيش في الشارع. اذا في المساله تاع التصريحات هي مساله تعطي انطباع بان هناك كثير من الضياع عند هذه السلطه، سواء من ناحيه الواجهه، من ناحيه التصريحات، من ناحيه المسار بحد ذاته. الان هما ياكدوا، انا نتصور بان النظام هذا ما عندوش واش راح يقدم بعد 12 جوان القادم. يقدم فقط ربما برلمان في اغلبيه يسموها هما اغلبيه رئاسيه من الجماعه اللي يعطوا لهم 30 مليون يعطيوهم الاغلبيه. حسبك انت يعني الاغلبيه تكون متكونه من هذا المستقلين اللي جابوهم ومولوا لهم الحمله، ام من واحد من هذه الزوج احزاب الاسلاميه نديروها ما بين قوسين؟ يعني على حسابك انت يعني ويناه اللي راح يختاروه باش يعينوا من وسطه يعني رئيس حكومه؟ والله يا خويا جماعه راهم يديروا استنساخ لنهايه التسعينات بعد ندوه بن صالح. الندوه تاع بن صالح في 94 داروا ندوه يونس. بعد انتخاب زروال جابوه العسكر، جابوا تبون جابوه العسكر في 95. الان في 2019 بعد الانتخابات تاع زروال داروا دستور 96. الان داروا دستور نوفمبر 2020. بعد تعديل الدستور داروا تشريعيات 97. الان يديروا تشريعيات 21. يعني الوصفه، حتى وصفه الانتقال اللي انتقلوا به من نظام يكرر نفسه الى نظام اخر هو طبق الاصل، ما تكسروش راسهم حتى في الوصفه داروا لها كوبي كولي تاع 97 وجابوها. اللي جابوها في الانتخابات التشريعيه تاع 97 هي الان دي التي قيل بشانه بانه ولد ولاده غير شرعيه، هو الابن الغير شرعي للنظام. الان نفس الشيء هم حابين يجيبوا وجوه سياسيه جديده طبعا ليحوسوا يعطوا انطباع بان هناك قطيعه مع البوتفليقيه، وفي نفس الوقت يعطوا انطباع بان الجزائريين غاضبين من
بنفس التفكير اللي داروا في 97 كيقصروا العفلان طبعا بعده كل البعد عن الساحه السياسيه وجابوا الان دي باش يعطيوا بان هناك جهه سياسيه جديده او سياسي جديد في الساحه، لانه يريد ان يعطي انطباع بانه كفواعل سياسيه جديده في الساحه من خلال هذا المجموعه اللي سمت نفسها من القوائم الحره. فالنسخه كوبي كولي تاعت نهايه التسعينات كيما مروا دستور 99 مروا دستور 21 كيما مروا زروال مروا تبون كيما داروا ندوة بن صالح، وان كان ندوة بن صالح كانت الى حد ما احسن من حوارات كريم يونس. الان تشريعيه 97 انا لا اعتقد انها تختلف عن تشريعيه 21، هي واحد يمشوا مباشره. ولكن الفرق يا استاذ عبد الغني بادي اللي ما نقدروش نقولوا كوبي كولي هو انه لو كان واحد من زوج احزاب اسلاميه يتغلب على الاغلبيه ما يديرولوش انقلاب. لا لا لا, لا بالنسبه لهم هم الان هذه الاحزاب السياسيه الاحزاب السياسيه الاسلاميه هي تاع مخابر النظام، هما خلقوا احزاب اسلاميه اللي تاعهم هما كلهم يدوروا هما فقط واش يسوقوا للناس صوره بان هناك احزاب سياسيه عند ذو توجه اسلامي، ولا هناك احزاب سياسيه ذات توجه علماني، ولا هناك احزاب سياسيه ذات توجه يساري، لكن في النهايه كلها تنصب في وعاء السلطه، كلها تنصب في مصلحه السلطه، كلها تطبل السلطه، كلها تستفق النظام. يعني هذه ماش نتكلموا على انتخابات 91 او 92 عفوا 90 91 اللي كانت انتخابات فعلا انتخابات اذكرها حتى الخصوم بلا انتخابات كانت انتخابات يعني غير مزوره. اللي لازم ناكد عليه واهم من هذا كله هو مساله التخويف اللي يشترك كذلك في مرحله التسعينات، هو توزيع الترويع وتوزيع التخويف على الجزائر الذين يرفضون المسار. في تلك الفتره الجزائريين كثيرون رفضوا مسار الشموليه والاحاديه والعسكريه التي ارادت السلطه ان تسير بها في اتجاه واحد بذلك المسار. الان نفس الشيء عن طريق في تلك الفتره كان عن طريق السلاح وعن طريق المجازر وعن طريق الانتهاكات والاختطافات، الان عن طريق السجون وعن طريق اتهام الناس بتهم خطيرات تآمر تخابر الارهاب الى اخره. وهذا ليس من اجل سجنهم، هم الهدف ليس السجون، الهدف هو زرع الترويع وتخويف الناس حتى يسكتوا على الانتقال السياسي الحقيقي. استاذ عبد الغني بادي نشكرك بارك الله فيك، الى اللقاء ان شاء الله عن قريب. نرجع درك للانتخابات الاجواء. On va essayer de parler des élections. Quel est le climat de ces élections qui ont commencé donc hier, rappelons-le, avec les itinérants, et aujourd'hui et demain et après-demain à l'étranger. Nous allons d'abord vous montrer une curieuse vidéo d'une certaine dame qui s'appelait Khalida Toumi, avant de reprendre son nom de jeune fille Khalida Msaoudi, qui était très, j'allais dire, très laïque, très laïciste même, qui combattait farouchement les islamistes, et puis qui a été récupéré par Al-Aïsaba. Et écoutez comment on peut changer dans la vie. النساء الجزائريات يعرفوا المصلحة ديالهم، على بالهم بلي فخامة الرئيس هو اللي رايح يدافع على حقوقهم ورايح يعمل كما عمل كما وافى هو تعهد في السابق في العهدة الأولى والعهدة الثانية، تعهد بأشياء لصالح النساء وطبقها عملها. والنساء على بالهم باللي بوتفليقة كما كانت الغنية تقول الجيريان وفحل ما يقبلش الدل. إذا الجزائريات على بالهم، الجزائريات حرار ما يقبلوش العار ويواصلوا المشوار حتى الانتصار تاع الجزائر وتاع فخامة الرئيس بوتفليقة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. Vous avez entendu, mes chers amis, à quel point, n'est-ce pas, Sadr Sillam qui a sauté au plafond. C'est comme ça, en la politique c'est comme ça, il n'y a pas de limite. Alors, mais nous allons voir aussi ce régime, de quoi il est capable dans les élections.
et à chaque élection, il vous promet qu'elles sont sincères, honnêtes, que la commission de surveillance des élections, qui change de nom à chaque fois, est là pour veiller à l'intégrité, à la sauvegarde de la volonté populaire. Regardez un peu quelques images que nous vous avons choisies. عمليات التزوير عمليات التزوير في صناديق الاقتراع عمليات التزوير في صناديق الاقتراع شوفوا يا جماعة فرع تعمر في الصندوق مهزلة من نوع خاص عدد الأضعفة أكثر من عدد المصوتين وأكثر من عدد المسجلين أصلا عدد الأضعفة يفوق عدد المنتخبين المصوتين نعم بحوالي 200 صوت زيادة شحال زيادة؟ حوالي 200 صوت ما شاء الله Il y a des dizaines d'autres, des centaines d'autres vidéos dans le genre. On voit les citoyens qui ont filmé des... Alors, avant de revenir au plateau pour un dernier tour de micro, Lamine Amqran qui est avec nous. Merci Lamine d'être venu. Où est-ce qu'il est, Ramadan? Ramadan, nous sommes en train de parler à Lamine. J'aimerais le voir en plein écran. Lamine. Alors, Lamine, vous êtes un hirakiste connu sur la place de la République. Le micro, on va vous le donner. Merci d'être venu. Donc, nous voulions avoir, encore que quasiment tout le monde qui est là est hirakiste, mais nous voulions avoir votre avis sur la place de la République qui semble, cette fois-ci, avoir repris son unité passée, qui semble avoir passé ce cap de la polémique qui avait été inséminée, cette infection qui avait été sciemment inséminée en son sein. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Bonsoir à Jamal Din, bonsoir à tous les Algériens qui sont. En fait, à la place de la République, il y a une union invisible et visible pour ceux qui savent la voir. Avec la multitude des agoras qu'on peut constater, que vous avez constaté, et tous nos concitoyens à l'intérieur du pays ont constaté aussi, la chose qu'on doit savoir et que tout le monde doit savoir, c'est que les intervenants peuvent y circuler librement entre les agoras. Il n'y a pas de restriction sur le plan idéologique ou ligne politique ou appartenance. Tout le monde peut s'y rendre et parler partout dans les agoras. On peut avoir une seule agora, la chose qu'on espère, on travaille dessus, mais par contre, il y a une union, il n'y a pas d'exclusion dans les agoras, dans la prise de parole. Il y a une union invisible et je vous ai dit visible pour ceux qui savent la voir. Très bien, merci. Je voulais rajouter juste un petit mot, concernant les actions ciblées. Nous avons l'habitude de faire notre révolution Hirak à la place de la République, mais pour les actions ciblées à l'extérieur, comme à Genève, à Bruxelles, par moment au Quai d'Orsay, peu importe qui appelle. Un citoyen ou un groupe de citoyens, peu importe son appartenance politique, idéologique, quand on voit un appel, tout le monde s'y rend. Il n'y a pas de clivage, on a cassé tous les clivages parce qu'il y a des tentatives de division menées par la contre-révolution, la chose que tout le monde sait. Et cette révolution est un apprentissage sur le plan sociologique, politique, même psychologique. Et nous apprenons à relever tous ces défis et à éviter ces pièges
que la contre-révolution veulent nous faire tomber dedans. Et c'est l'enjeu qui fait la différence. Nous savons que c'est un enjeu, soit notre liberté, soit notre enterrement à tout jamais. Merci Lamine. Je vous demanderai de passer le micro à Belaïd Jamal qui est juste à côté de vous. Belaïd, vous avez fait aujourd'hui le tour un peu des bureaux de vote à Paris, je crois. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Jamal Din. Oui, j'ai été à Créteil. Je vous ramène un témoignage. Bon, j'ai été à Créteil. J'étais là-bas à 11h. Je suis resté jusqu'à 14h parce que je devais m'y rendre au Océan-Nation. Bon, à Créteil, déjà du côté des opposants, il n'y avait personne parce qu'on n'avait pas l'autorisation. Et je pense qu'en final, on a mieux de ne pas y être là-bas pour faire le rassemblement comme le 12-12 parce qu'ils disaient de nous qu'on insultait les gens, qu'on disait aux gens de ne pas y aller voter. Qu'on les empêchait de voter. On les empêchait de voter. D'ailleurs, j'ai filmé et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas de votants. Aujourd'hui, ils ne vont pas dire qu'il y a des gens qui sont venus, ils insultent les gens, ils ne laissent pas les gens voter, les gens veulent voter et tout. Ben, il n'y avait pas de votants. Il y avait, alors de 11h, pour ne pas mentir et ne pas exagérer, de 11h à 14h, j'ai vu 5 ou 6 vieux. Il y avait des gens qui venaient par exemple pour des documents, pour demander des documents et tout. Alors l'état civil, rien ne fonctionne puisque c'est les élections. Eh ben, ils repartaient. Sinon, les gens qui rentraient pour voter, il y avait peut-être, je dis 5 ou 6 maximum. Voilà. Et il y avait la presse étrangère? Il y avait la presse étrangère, il y avait le France 24 arabe. Et je les ai vus, je les ai trouvés là-bas. Alors je me suis rendu parce qu'il y avait un monsieur qui m'a reconnu. Il m'a dit, je vous ai vu à Al-Magharibia, je vous ai vu aussi à République. Il m'a appelé, j'ai été le voir, on était en train de discuter. Il croyait qu'il y avait un rassemblement. Et il m'a dit, France 24, à chaque fois que quelqu'un sort, il l'appelle pour lui dire, de dire que les élections... je vote pour le changement en Algérie, il va y avoir un changement et tout. J'ai été les voir, j'ai mis un live pour que voilà. J'ai dit, écoutez, vous êtes là pour couvrir les élections ou bien vous êtes là pour juste voir est-ce qu'il y a des gens, parce que d'après mon ami, il vient de me dire que vous interpellez les gens et leur dire de dire que ces élections c'est pour le changement et tout. Est-ce que nous les gens de l'opposition qui sont contre ces élections, ils ont le droit de parler sur votre chaîne? Il me dit oui. J'ai dit alors je veux bien parler. Il me dit d'accord, maintenant j'ai un direct et à 13h10 je vous fais un direct à vous. Direct. Hein. J'attends à 13h10, il ne m'appelle pas, jusqu'à 13h50. J'ai été le voir, j'ai mis toujours le live pour... moi, je ne les ai pas filmés, mais j'ai filmé le micro de France 24. J'ai dit, écoutez, ah non, je ne vous ai pas oublié parce que j'ai un problème technique, j'attends une batterie, j'attends ça et ça. Je lui ai dit, écoutez, ça serait vraiment dommage si vous ne donnez pas la parole, pour une chaîne comme France 24, vous ne donnez pas la parole à l'opposition de s'exprimer. Il me dit, non, ne dites pas ça, c'est pas ce qu'on est en train de faire. J'ai dit, écoutez, ça serait vraiment dommage. Ça veut dire, je ne suis pas en train de vous accuser. Oui. Mais si vous le faites, c'est vraiment dommage. J'ai dit, parce que vous êtes journaliste, c'est un Algérien. Vous êtes journaliste, il y a des journalistes en Algérie qui sont en prison. Il y a beaucoup de militants qui sont en prison. Après, là, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, on va pas faire un direct, mais il m'a filmé, il m'a laissé m'exprimer, 1 minute 30, peut-être 2 minutes. J'ai fait la même chose, je lui ai donné le téléphone, j'ai dit, vous me filmez quand je parle. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je rappelle que Khaled Rarni, journaliste, a posté un statut sur sa page, je crois, Facebook, il me semble, où il dit on confine les Algériens qui rentrent chez eux en Algérie pendant 5 jours. Vous la voyez là, Khaled Rarni, elle est sur l'écran, mais que par contre, les journalistes français qui sont venus n'ont pas été confinés. Et il les a même photographiés en train de lui faire une interview, hein, de lui interviewer. Et il a signalé que les Français et les Allemands et les Italiens qui sont rendus là-bas, il n'y a pas de confinement pour eux. Vous voyez déjà les journalistes, hein, Europe 1 et d'autres. Alors, mes chers amis, Farida, c'est le dernier tour du micro avant le plateau prochain. Monsieur Brahim aussi, c'est pas du tout. C'est vrai que j'avais interrompu. Pardon, ce n'est pas grave, je parle alors d'abord sur Tebboune, on était sur Tebboune et, pardon Brahim. Non, il n'y a pas de problème. Sur cette donc, attitude de délire, disait Nora, de déni, disait Farida, qu'est-ce que vous en pensez?
Autisme. C'est la psychologue qui devrait reprendre la parole, parce que pour moi, c'est un cas pathologique. La personne, c'est vraiment un cas pathologique. Oui. D'autre part, Sadr Sallam, je suis entièrement d'accord avec lui, il a des éléments de langage. Et certains de ces éléments de langage-là, nous ne devrions pas les reprendre ou l'inclure dans la Isaba. Parce que lui dénonce la Isaba à laquelle il appartient, et il a toujours appartenu. Comme s'il était extérieur à la Isaba. Pourquoi ils nous jettent une partie d'eux-mêmes en pâture? C'est pour nous faire oublier? Oui, pour nous bien tromper? sûr, c'est un moyen de défense, alors que Tebboune et toute sa clique oublient qu'il y a une mémoire collective. Et cette mémoire collective n'oublie pas qu'il a traversé de bout en bout le système, que c'est un homme du système. 50 ans. Voilà, donc c'est vraiment un demi-siècle dans le système. Il s'est nourri du système et le système l'a nourri. D'autre part, me semble-t-il, dans la phase que nous traversons, moi je ne vois pas le politique. Je ne vois pas le politique. Il n'y a pas de rationalité politique, aucune rationalité politique. Alors que je vois de la rationalité politique dans la Révolution. Il y a une vraie rationalité politique. Dans le pouvoir, je ne vois pas de rationalité politique. Et encore là, ce sont les psychologues qui devraient analyser, les psychanalystes ou psychologues qui devraient analyser... Même des psychiatres, hein, comme l'avait dit un de mes invités. Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que nous sommes... Le système est dans une... passez-moi le mot, une turbulence pathologique. Il ne sait pas où il va, d'autant qu'il n'a pas de repli, de recul stratégique. Il n'en a aucun, à l'exception, bien entendu, de la répression. Quant aux élections, pardonnez-moi, j'ai en tête le mot de Sartre, hein, élection piège A, qu'il a publié dans Les Temps modernes en 68. Ces élections-là, comme les précédentes d'ailleurs, c'est un piège pour les gens qui, je n'emploierai pas le mot de Sartre, de 3 lettres 4 quand c'est au pluriel, mais c'est les gens qui sont attachés peut-être à ce système, attachés à un passé qui est révolu. Je crois que c'est cet attachement à ce passé révolu, un passé qui a été glorieux à un moment donné, et on l'a dit tout à l'heure, ce sont de vieilles personnes, des personnes âgées qui sont venues voter dans les consulats. Et c'est vrai que les vieilles personnes, les personnes âgées, y compris d'ailleurs en France, ce sont les plus fidèles aux élections et qui votent. Ce n'est pas les jeunes. D'autre part, ces élections-là, ce système veut absolument, me semble-t-il, et c'est une confiscation de la souveraineté populaire, et en même temps, ils veulent se donner une légalité au détriment de la légitimité parce qu'ils n'ont pas de légitimité, aucune légitimité. Alors, nous allons faire un dernier tour donc, sur les élections. J'aimerais que vous nous disiez votre sentiment sur ces très curieuses élections. Chacun de vous peut dire ce qu'il pense. Vous pouvez même vous interpeller les uns les autres éventuellement. Falida. ما كانش انتخابات مع العصابات. Après, oui, mais est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont voter quand même? On parlait des personnes, des personnes qui sont peut-être pas conscients qu'il y a quand même des gens qui sont en prison. Parce qu'ils sont sortis manifester de manière pacifique et ont fait des posts Facebook pour lesquels ils ont été condamnés, des gens qui appartiennent à un certain mouvement qui ont été condamnés pour terrorisme, 80 prisonniers qui sont en grève de la faim à Al-Harraj depuis 4 jours maintenant. Donc quand ils lâcheront tout ce beau monde et quand ils redonneront en fait leur dignité qu'ils ont volée aux gens, là on peut peut-être parler d'élections. Donc il se passe des choses qui sont absolument inacceptables sur le plan des droits de l'homme et ça vient me parler d'élections. Donc autre chose pour rebondir sur les journalistes là, qu'ils en profitent parce que là il y a quand même des journalistes à l'international
bah, ça serait bien que les gens sortent. Parce que je pense qu'il n'y aura pas de répression puisqu'il y a un accès des journalistes, à moins qu'ils les enferment à Club des Pins. Oui, mais juste pas les pour laisser filmer aller librement. Là, c'est autre connu. chose. Voilà, mais c'est aussi le prix à payer, puisqu'il y a des Algériens qui rentrent chez eux qui sont confinés. Il y a des étrangers qui ont, parce que c'est des journalistes, en l'occurrence, s'ils voyagent à l'international, c'est que ça doit être des reporters qui ont déjà voyagé dans d'autres pays. Donc, si ça se trouve, ils ont ce virus-là et d'autres virus qu'ils se trimballent. Donc, eux, ils ont accès sans confinement et pas les Algériens. Juste pour finir sur Khalid Atoumi, on mérite les gens qui nous représentent. La nature, elle a horreur du vide. Qui disent nous représenter. Qu'on a laissé aussi. Oui. Parce qu'à partir du moment où on Absolument. accepte que certaines personnes, et c'est valable pour tout, pour la politique, pour le hirak, parce qu'en l'occurrence, cette dame-là, elle parlait au nom des femmes. Oui. À partir du moment où on est tous unsr min al-hirak, voilà, quand on accepte que des gens parlent en notre nom, c'est où on partage l'idée, où on situe sur une justice. Donc le résultat à la fin, on se la ferme bien parce qu'on le mérite. C'est où on ne se tait pas sur l'injustice, où on ne laisse pas la place. Et ces gens-là, on leur a laissé la place. Et ça ne se passera pas maintenant comme ça. Laura. Pour rebondir aussi, mais d'abord, moi, je vais faire un état des lieux et peut-être je vais reprendre les mots qui sont utilisés par ce régime, parce que j'entends ça, enfin on entend ça nulle part ailleurs, hein, l'urs, نعرفوه بلي العرس. Mais يقول لك العرس الانتخابي. C'est vrai, quand on voit un petit peu ce qui se passe, ou là c'est dégradant envers, c'est un manque de respect, c'est dégradant envers même la population. J'ai vu des femmes qui dansaient dans un bus et vivent flaine et flaine. C'est vrai que c'est bon, mais passons. Donc, je vais vous interrompre, Nora. Oui. On vient de dire à Lauriette à l'instant que Karim Tabou a été arrêté chez lui d'une façon très violente. Ils l'ont brutalisé, il a résisté, ils l'ont traîné littéralement. Il y avait 30 policiers qui ont été comptés par les voisins. Ils l'ont arrêté dans des conditions absolument atroces. Je vous laisse poursuivre. Oui, mais avec tout ce qui se passe, oui, voilà. Et on parle d'élections. Donc, je vais revenir juste et je termine parce qu'il y a avec ça vous a choqué, détenus, hein? Je perds mes mots. C'est très choquant, c'est les détenus, parce que la répression, la torture, même, on a vécu ça dans les années 90, mais même tuer, enfin, il y a un avocat qui a été, Tarek Zeddam, j'ai une pensée pour lui également ce soir, pour lui et sa famille, ainsi que tous les détenus, mais si on revient aux élections, comment peut-on, moi, me demander d'aller voter aujourd'hui? Et je m'adresse à tout le peuple algérien, et aux femmes, puisque Khalid Atoumi, elle parlait au nom des femmes, de toutes les femmes, et surtout les femmes. Oui, c'est l'expression de la démocratie, mais partout ailleurs, on dit le vote. Voilà, des élections. Un référendum. On ne dit pas nési ou on ne donne pas ce régime, il adore de toute façon les adjectifs. Pour ça. Voilà, parce qu'ils sont tellement. C'est pas eux, ils veulent convaincre, ou peut-être se convaincre, hein, c'est vraiment. Mais alors l'urs, l'islam, l'ishhar. C'est-à-dire la publicité. On dit, voilà, il parle d'engouement. Oui, voilà, c'est ça. L'engouement. L'ampleur de l'engouement. Oui, mais c'est parce qu'ils ne parlent pas. Il y a une rupture avec. Ce n'est pas au peuple, les élections. Si c'était le pays est fermé, il n'y aura pas d'élections. Parce qu'on voit les fraudes, là, ce qui se passe, c'est pour l'étranger, c'est pour l'international, comme quoi on fait des élections, mais après on fait ce qu'on veut. Donc on aimerait bien voir des gens qui se pointent et tout. Donc on ne veut pas ta voix, on veut juste ta présence. Après, de toute façon, peu importe ce que vous allez mettre, pour qui vous allez voter. On a vu tout à l'heure comment ils mettent les enveloppes, voilà, comment même ils mettent les empreintes. Oui, un seul bonhomme qui... C'est juste se déplacer. On aimerait bien vous voir, vous filmer et c'est tout. Donc là, c'est l'expression certes de la démocratie, mais ni le temps, par moment de soulèvement populaire,
par moments de détention, de répression. Karim Tabou en ce moment et tous les détenus d'opinion en Algérie, on ne peut pas parler d'élection. D'abord, je veux ma liberté, je veux vivre, la sentir, me sentir que je suis libre, et après, on parlera d'élection. On ne peut pas parler d'élection, on ne peut pas parler de Ers. Et sur le Facebook, sur les réseaux sociaux, on parle de Janaza Intikhabiya. Sadr Salem, quel est votre sentiment sur ces élections? Vous, l'historien qui avez suivi toutes les élections qui ont eu lieu dans ce pays, y compris avant l'indépendance, les élections que vous connaissez très bien, d'ailleurs, dont vous connaissez tous les ressorts. Eh bien, malgré les turpitudes du système colonial, il y avait une vie démocratique où les indigènes, les musulmans participaient avec beaucoup de courage. Et pourquoi alors on dit Nejlen les élections à Nejlen, c'est celle de 48. Oui. Justement, où Nejlen voulait promouvoir, je cite, les candidats indépendants. À chaque fois qu'on veut créer des illusions et cacher la fraude, on dit les indépendants. Et pourquoi il voulait privilégier les indépendants pour étouffer les partis de l'époque? Il a étouffé à la fois l'UDMA et le MTLD. D'accord. Oui. Dans mon livre, j'ai cité quelques cas. Votre livre que j'aimerais présenter, livre de Sadr Salem, Ahmed Boumenjel, 1908-1982, de la conquête morale coloniale à la reconquête de la souveraineté nationale, paru aux éditions Maisonneuve et La Rose, Hémisphère Édition. Un pavé qui vient suivre la longue liste des ouvrages de Sadr Salem. Je vais le lire avec plaisir et je vous remercie. Alors, le titre, de l'avoir offert. Boumenjel, mais Boumenjel, c'est un fil conducteur qui permet, compte tenu de son âge, puisque ses premières prises de conscience, c'est au moment du succès de l'émir Khaled, il faut rappeler que l'émir Khaled a remporté haut la main, avec un raz-de-marée généralisé, les élections de 1919-1920, élections locales, et le gouverneur Steg a annulé les élections. Donc les janvieristes n'ont absolument rien inventé. Et l'argument utilisé par le gouverneur de l'époque, campagne électorale contraire aux normes de la laïcité, parce que l'émir Khaled utilisait des versets coraniques dans les meetings. C'est dire, hein, c'est incroyable ce que vous nous apprenez là. Absolument. Les généraux, non, absolument. Les janvieristes, ils n'ont fait que copier le gouverneur de 1920. Alors que, si tu me permets, Sadr Salem, alors que la loi de 1905 n'était pas appliquée. Ah, jamais. C'est ça le problème. Il l'accuse d'enfreindre la laïcité alors que la loi n'était pas appliquée. Et il ne voulait pas d'un culte musulman indépendant. Absolument. Il voulait qu'il soit contrôlé par la police, par les polices, comme les grandes mosquées de Paris en ce moment. Et là, pour revenir, si vous voulez, moi je juge le système algérien à travers le microcosme parisien. Vous avez la grande mosquée de Paris, du 5e arrondissement, qui a participé à toutes les fraudes électorales des mascarades passées. Et la mosquée est dirigée par un recteur dont la nomination est contestée à l'intérieur même de la mosquée, qui a présidé les comités de soutien à Bouteflika, à tout nouveau mandat de Bouteflika. Or maintenant, il n'a que le mot laïcité à la bouche, il veut combattre l'islam politique, et il vient de salir la mémoire de Bembadis parce qu'il a signé un partenariat avec la LICRA, qui s'appelait la LICA, du temps de Bernard Lecache, Ligue contre l'antisémitisme international. Et on a ajouté le mot R contre le racisme qu'après la mort de Bernard Lecache. Or, le recteur Fantoche, comme on l'appelle, il vient de signer une tribune dans Le Monde, où les gens bien informés citent les noms des vrais rédacteurs, où il dit Bernard Lecache était soutenu par Bembadis. Et ça, c'est une offense à la mémoire de Bembadis, parce que Bernard Lecache était quelqu'un qui voulait mobiliser les musulmans comme force d'appoint dans la lutte contre le fascisme. Il a été voir le Cheikh al-Arbi, il lui offre le thé, mais ils lui disent nous sommes d'accord avec vous, les Juifs sont persécutés dans l'Europe centrale, mais les Juifs chez nous sont des gens du livre qui ont des droits. Et tous les ulama, Boumenjel, etc.,
ont protesté courageusement contre l'abrogation du décret Crémieux. Ils ont dit les Juifs sont des gens du livre, ils ont des droits avant l'arrivée des Français. Donc on ne va pas soutenir une égalisation par le bas. Chorbi et Farhat Abbas ont dit nous aimerions que nos enfants soient plus scolarisés, mais on ne peut pas soutenir l'exclusion des enfants juifs de l'école publique. Donc c'est à ce titre que Bernard Lecache a été reçu par Bembadis. Il a été lui rendre hommage en 1934 par Bembadis à mi-fin. Il a appelé au calme en disant pas de responsabilité collective. Il y a un officier juif qui a profané une mosquée de Constantine. Et les gens sont venus, oui. ils ont ça a provoqué un véritable guerre de tranchées. Bembadis, à l'époque, était, toute proportion gardée, dans la même situation que l'émir Abdelkader en 1860, quand il a sauvé 12 000 chrétiens en Syrie, à Damas, massacrés par les Druzes, oui, qui ne voulaient pas d'égalité. Et donc, il a été remercié par les consuls, etc. Oui. Bembadis a reçu Bernard Lecache à ce titre, et c'est tout. Or, le fantoche de la mosquée de Paris veut justifier son trabandisme, il n'y a pas d'autre mot, avec la LICRA, parce que la LICRA niait l'existence de l'islamophobie jusqu'au début du Ramadan. Mais il a fallu les massacres des enfants palestiniens dans l'agressivité récente, et il propose ce partenariat, nous allons dénoncer l'islamophobie, mieux vaut tard que jamais, reconnaître, mais en échange, les musulmans, leur protestation contre l'agressivité israélienne doit être contrôlée par un faux représentant de l'islam en France. Et vous avez une levée de bouclier. En France, en Algérie, on est occupé par les... J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler. Mais pour revenir aux élections, oui. Mon livre sur Boumendjel est un appel à la réhabilitation du politique, dans le sens de Julien Freund, qui s'appelait l'essence du politique. Nous avons un pouvoir dominé par les militaires depuis le CNRA, depuis la création de l'état-major de Boumedienne en janvier 60. Les militaires ont failli être déboulonnés au nom de la religion en 92. On a réagi avec la brutalité que vous savez. Eh bien, essayons le politique. Et une vraie démocratie ne peut fonctionner que par la réhabilitation du politique, au sens noble. Et je me permets de vous interrompre parce que nous devons très vite finir. Brahim Younsi, le mot de la fin pour ce premier plateau. Je vous demanderai d'être assez bref. Pour rester dans le droit fil de ce qui vient d'être dit par Sadr Salam, des partis nationalistes, y compris d'ailleurs le PPA-MTLD, ont joué l'électoralisme. Et même l'électoralisme s'est poursuivi. Certains partis que je ne vais pas citer ont participé à des élections, notamment à celle d'avril 1955, au cantonal d'avril 1955. Parenthèse fermée. J'aimerais juste reprendre une phrase de Sartre, du papier qu'il a écrit dans les temps modernes, à propos des élections. Il dit la chose suivante: l'isoloir planté dans une salle d'école ou de mairie est le symbole de toutes les trahisons que l'individu peut commettre envers les groupes dont il fait partie. C'est ce qui va se passer vraisemblablement. Mais bon, les gens ont aussi, on a parlé de peur tout à l'heure, il y a une peur dans la population. Les populations ont aussi peur de ne pas se rendre aux urnes. Mais c'est une infime minorité. Ce n'est pas l'engouement dont il parle. Et nous le voyons quotidiennement, y compris dans nos familles. Nos familles, c'est 0 votant. C'est 0 votant. C'est pas 1, c'est 0 votant. Et je connais... il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. On l'a dit, ce n'est pas un heurts, c'est une fête. Et tout cela me rappelle, vous avez certainement lu ces livres de Guy Debord, La société du spectacle, nous sommes dans la société du spectacle, mais aussi le livre de Roger Gérard Schwarzenberg qui s'appelle L'état spectacle. Nous sommes dans l'état spectacle et la société du spectacle. Merci Brahim Younsi, je suis désolé de vous interrompre, c'est tellement intéressant. Brahim Younsi, Sadr Salam, Walida Hamidi, Lamine Mqran,
بالعيد جمال. Nora Bekouch et Abdelghani Badi. Merci à vous tous. Un mot, vite. Oui. Quand j'ai écouté Abdelghani Badi, que je salue au passage, j'ai eu le sentiment que nous étions en train de descendre dans l'enfer de Dante. Oui. Merci beaucoup à vous tous. J'espère vous revoir prochainement. Nous allons vous passer une petite transition et je vous retrouve tout de suite avec un deuxième plateau. Merci. رئيس ما يسيرش يعني كان في وضع صحي لا يسمح له حتى بالكلام حتى أنا ما عنديش توجيهات أخرى من غير توجيهات الرئيس. نعم. رئيس ما يسيرش توجيهات أخرى من غير توجيهات الرئيس. نعم. رئيس ما يسيرش. بون ماتنا اون في كروار او جون باللي الازمه هذه ليسبوار نتاعك كيما قالت هذيك بن قلنا وفرحانه بها والله لا يردها. في الجزيره البترول هبط، باي باي السلم الاجتماعي في الجزائر، الله لا يردك. وحنا نرحب كثير بالجزيره وتعتبر نفسها مكتب الجزيرة في الجزائر العاصمة معتمد رسميا ابتداء من هذا الحصار. إذا هذا أول خبر مهم في هذا اللقاء، الجزيرة معتمدة في الجزائر. الله يبارك. قد أعذرني على المقاطعة ربما فقط لضيق الوقت حتى نستفيد. باختصار لو تكرمت سيد الرئيس. قبل أعذرني على المقاطعة أيضا مرة أخرى طبعا هو ملف مهم لكن كما قلت الوقت يزاحمنا والموضوعات كثيرة. الآن نذهب إلى للأسف الوقت جدا حاصرنا، بقي معي القضية الأم أيضا. باختصار سيد الرئيس، باختصار لو تكرم سيد الرئيس، كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء. في عصابة باش تستولي على السلطة في الجزائر لمدة 5 سنوات أخرى وتنهب ما بقي لم ينهب بعد، وربما كانت تنتهي بأمور عنيفة. نهني أخي وصديقي ورفيق الدرب سي أحمد على الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس، واعتبر أن ثقة في محلها لأن له كل تجربة وكل حنكة في تسيير أصعب الظروف. طالبوا الحراك، أنا كنت من البدائين وعانيت شخصيا وتعاقبت شخصيا وتعاقب ولدي. يكفيك تمشوا تنجموا تشوفوا في قصر الحكومة صورتي نحاوها. تشوفي هذا مؤخرا هذا الفيسبوك اللي تشعل من بعد خروج بعض الشباب في بجاي. سي كلار كاين ان سيت في الماروك برو اسرائيليان اي سو تريتون d'Israël. C'est clair. Il y a 2 sites en France. Il y a un site en Israël et un site en Allemagne. هذوما لي 5 سيت. كل حال أنا كان سبق وقلت أن بالكلام على الحراك المبارك الأصلي أنه انقذ الجزائر من كارثة كانت يعني واضحة المعالم وكنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة. يعني كان تقهقر الدولة الجزائرية وصل لدرجة نتاع الذوبان، يعني ما بقاتش دولة
Donc, la suite de cette couverture spéciale. Et avec nous, Sadr Hadjou, secrétaire national du FFS, chargé de la communauté nationale établie à l'étranger. Sadr, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci. Moussab Hammoudi, chercheur en sciences politiques et hirakiste, sciences politiques à l'EHESS. Moussab, merci d'être là. Merci pour vous, pour l'invitation. Bonsoir à vous, à l'équipe technique, aux téléspectateurs et aux invités. Merci. Samir Yahyaoui, architecte, militant politique. Samir, merci d'être là. Merci Jamel, rebonjour. Merci. Sanhaja, comme la galanterie nous l'a imposé quand on a l'édition dernier. J'apprécie d'ailleurs. Voilà. Oui, je suis contre la galanterie. Parce que mais je suis pour la l'égalité par contre. L'égalité. La galanterie. Bah oui. Alors, Sanhaja, merci d'être avec nous pour parler de ces élections. Et nous allons commencer par vous d'ailleurs. Les élections au Jazaïr, dont monsieur l'ambassadeur de France, pardon, quel lapsus, l'ambassadeur d'Algérie en France, au journal Le Monde, dans son droit de réponse, parle de demander à votre journaliste d'aller mesurer l'ampleur de l'engouement des Algériens pour ces élections. Oui, moi je l'ai dit hier, donc je le redis, c'est pas grave. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans le rôle de dire c'est des élections démocratiques, c'est des élections qui vont nous emmener vers quelque chose. Bon, ça y est, c'est pas possible. Ils vont pas dire que c'est des élections, et machin. Donc c'est pas possible. Donc moi, à la limite, c'est pas ça qui m'intéresse, franchement. Moi, ce qui m'intéresse, et je m'adresse souvent à ceux qui pensent qu'il y a une possibilité, parce que qui sont sincères dans leur lutte, dans leur combat. Je pense, hein, franchement, et je le pense vraiment. Je pense que beaucoup le caprice ou du moins le prestige, mais on a peut-être 1% de ces gens qui se présentent pensent qu'ils vont vraiment faire quelque chose, il faut pas laisser la chaise vide. Et bien, à ceux-là, parce que ceux, l'idiots le caprice ou la hadik, c'est même pas la peine, ils sont convaincus, ils savent pourquoi ils sont là. Mais ceux qui pensent un minima qu'ils vont changer des choses, et ceux qui peut-être vont voter, les 5% ou les 6% qui vont voter, moi je m'adresse à eux pour dire que comment on peut voter alors que les mêmes raisons pour lesquelles on est sorti en 2019 sont encore là, ils ne sont pas réglés. Non seulement ils ne sont pas réglés, mais ils ont empiré. Ils ont empiré, c'est-à-dire le محابسية كثروا, الشوماج كثر, الماء خلاص في الجزائر. وكان في الجزائر العاصمة كان عندهم الماء 24/24. Aujourd'hui, de nouveau, on revient carrément tout en arrière. Mais chez la politique, y compris dans. Alors ils vont me dire c'est la sécheresse. Oui, la sécheresse, mais الدراهم هذوك تاع اللي داوها تاع الخزينة. Nous, quand on le dessalement, etc., on ne serait pas là. Il y a des pays, في الصحراء عندهم الماء. Mais حنايا au lieu نبنيو ونديروا حوايج للجزائر نسرقوا. Donc il y a tout ce recul et je m'adresse à eux pour dire il n'y a aucune chance que ça change. Aucune. Mais alors là, aucune chance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, هاد الناس اللي جاوا بالبرامج أي واحد فيهم عنده برنامج قال ماناش موافقين معاه. واحد قال لك حنايا رقم 7 ومرزوقين وماشا وواحد رقم 5 enfin on est dans un truc. الآخر يقول لك عندنا 1.5 مليون شهداء دونك والدين يقول باللي كل شهيد يضمن في 70 مسلم دونك حنا ندخلوا كل جنة وزيغون توس او بارادي كيما قالها بولناغيف وندخلوا معنا التوانسه وندخلوا معنا المراركه. هذا بروجرام ديجا الجنه تعمر بهم خلاص تقفلت البلايص اكثر من براعتك الجنه. طيب الجنه يا خويا معاهم والله غير الجنه ما ندخلها باسكو مشكوك في امر هذيك الجنه تاعهم. سمير je conclue alors je conclue pour dire donc ce n'est pas la peine d'aller voter, parce qu'il n'y aura pas de changement. Mais par contre, de ne pas voter. Ne pas voter, c'est important, parce que c'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen de dire,
nous ne cautionnons pas هذا الطفل اللي عنده 17 سنه حكموه في الحراك ودخلوه في الحبس. nous ne cautionnons pas الناس خرجت برا دخلوها في الحبس. nous ne cautionnons pas Tabou اللي دخلوه. je suis pas d'accord avec lui, moi j'aurais probablement pas voté pour Tabou, mais عنده الحق يعبر عنده. donc pour tout ça ne pas aller voter, mais même pas aller mettre blanc, parce que si on met un bulletin blanc راه محسوب عليهم راه يدخلوا في البريد. donc un boycott général ومن بعد يلقاو روحهم بيناتهم. voilà. Samir. Merci Jamel. Vous avez dit que l'ambassadeur d'Algérie a interpellé. Il a répondu à l'éditorial du Monde, du journal Le Monde, et il a reproché aux journalistes d'avoir rédigé son article depuis une salle de rédaction. Oui. Hein, c'est comme s'il pouvait la rédiger. Non, mais vous avez... Et il lui a dit, plutôt demandez à votre journaliste de venir en Algérie, voir de ses propres yeux l'ampleur de l'engouement des Algériens pour le vote. Alors, j'ai fait exprès de vous faire répéter ça, parce que moi, j'ai répondu à un journaliste de l'AFP, il n'y en a plus besoin de s'opposer, le régime s'oppose à lui-même. C'est dire quelle idée ce régime se fait de l'indépendance de la presse. C'est orienter les journalistes pour dire ce que le régime veut entendre. Le régime, quand il parle à la presse, il est dans son rôle, il a la légitimité de le faire. Et nous, quand on parle à la même presse, ça veut dire étrangère, nous passons pour des agents. Et quand la presse étrangère ne dit pas ce que le régime a envie d'entendre, il passe pour une presse qui a envie de déstabiliser le pays. C'est vous dire que le régime nous montre son vrai visage. Qu'est-ce qu'il veut faire du journalisme? Alors un régime qui nous montre ce visage, clairement, à quoi bon d'aller voter pour un régime qui n'a pas écouté la voix de son peuple pendant 2 ans dans la rue? Pourquoi à 8 h du matin, le 12 juin, il va écouter sa voix dans les urnes? Et autre chose, quand on parle d'une élection, ça veut dire qu'on parle d'électeurs. La majorité écrasante des Algériens ne vont pas voter. De deux, l'idée c'est d'aller voter pour des représentants du peuple. Et c'est là où vous m'avez dit la dernière fois, oui, on connaît Mokri et Sofiane Djilali. Non, on ne les connaît pas. Connaître un candidat, c'est avoir sa biographie, savoir qui il est, son nom, son prénom, marié, divorcé, nom de ses enfants, quelle publication, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, quel parcours il a eu. Vous prenez l'Assemblée. Moi, j'ai fait le tour de plusieurs assemblées. 3 en Amérique du Sud, 3 en Afrique, 3 en Europe, 3 en Asie centrale et 3 en Asie centrale. Vous prenez le nom d'un député. Vous avez son nom, son prénom, sa date, lieu de naissance, sa biographie, ses publications, son parcours, sa vie familiale. Il aime les chats, il aime les chiens, il aime la musique. Quelle publication il a fait, quelle commission il a participé, sa présence dans l'hémicycle de son pays. Nous, vous prenez l'Assemblée nationale. Vous avez le nom, vous pouvez le faire, je demande à chaque Algérien de le faire. Vous avez le nom, le prénom et la circonscription. La circonscription, ça veut dire la wilaya. قال واسمه عبد القادر محمد برج بوعريريج. Ces gens-là. Je termine. Pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi le peuple se révolte? Oui. Parce que depuis 62, inconsciemment, il est géré par des inconnus et qui veulent rester des inconnus. En revanche, eux, ils veulent tout savoir sur le peuple par le biais de la police politique. Des inconnus gèrent ce pays. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la biographie du président de la République ou la biographie de n'importe quel ministre? Je mets au défi chaque Algérien. Ah si, elle est connue, celle de tout le Non, monde. elle n'est pas connue. Si, Non, les études qu'il a, l'ENA, son parcours depuis Vous avez 3 sous-préfet lignes. jusqu'à... Prenez la biographie d'un responsable politique dans un pays digne de ce nom. Mais vous ne pouvez pas avoir une autre biographie que celle de son parcours professionnel, puisqu'il n'écrit ni de livres, ni... mais il n'a pas ça. On ne sait pas d'où. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Ça veut dire que vous prenez tous les ministres qu'on a aujourd'hui, ce sont des inconnus. Et les candidats, ce sont des inconnus. Ce pays est dirigé par des inconnus. Merci Samir. Donc nous allons recevoir Saïd Salhi. J'aimerais qu'on mette à côté de sa photo en fenêtre
le CV de M. Tebboune. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci Jamal, merci à vos invités, bonsoir tout le monde. Merci. Alors, directement dans le vif du sujet, quel est l'état d'esprit des gens en cette veille des élections? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont dans l'engouement, dans cette ampleur de l'engouement dont nous parle Monsieur l'ambassadeur? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les préparatifs? Alors, ce que je peux vous dire, d'abord, de là où je suis, moi, toute la journée, j'étais à l'extérieur. Le climat, c'est vraiment un non-événement. Vraiment un non-événement. Les gens ne s'intéressent pas à l'événement. Les gens ne sont pas dans cet engouement. Bien au contraire. Bien au contraire, les gens sont dans le questionnement, sont dans l'incertitude, sont dans, vraiment l'inquiétude. L'inquiétude par rapport à cette tentation du pouvoir, justement, d'en passer outre que la volonté du peuple algérien, encore de leur subir, encore une fois, une autre épreuve de force. Les Algériens aujourd'hui ne sont pas vraiment dans, comme certains le disent, dans l'enthousiasme. Bien au contraire. Bien au contraire, les Algériens aujourd'hui vivent des moments vraiment de grande déception par rapport à toutes les attentes qui ont été suscitées par le Hirak dès février 2019. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à un coup de force qui s'opère contre la volonté du peuple algérien, contre les espoirs de la jeunesse. Les élections, pour nous avons suivi toute l'opération jusqu'à aujourd'hui et ça s'est fait dans un climat de répression, dans un climat de contrainte, dans un climat vraiment de fermeture. Aujourd'hui, on ne s'apprête pas à une élection démocratique, on ne s'apprête pas à une élection ouverte. Bien au contraire, c'est une élection qui se fait à huis clos entre le système et toute sa, si vous voulez, sa clientèle ou sa nouvelle clientèle. Le peuple algérien aujourd'hui se retrouve vraiment à la marge de ce rendez-vous. Sincèrement, le sentiment aujourd'hui, c'est le sentiment d'avoir, encore une fois, raté une chance pour l'Algérie, une chance justement pour une véritable ouverture, pour un véritable changement. C'est la crise qui se prolonge, c'est la crise qui s'accentue. Voilà, c'est ça un peu le sentiment que nous ressentons d'abord dans la rue. Pardon, excusez-moi, Saïd Salhi. Pour ceux est-ce que vous vous attendez à un boycott aussi massif que celui des présidentielles et que celui du référendum sur la Constitution? Oui, je le pense, mais seulement je voudrais juste souligner que ces élections, comme je viens de le dire, se font à huis clos. Aujourd'hui, les élections ne sont pas ouvertes. Ils ne sont pas ouvertes d'abord au regard de l'opposition. Ils ne sont pas ouvertes d'abord à l'opinion. Aujourd'hui, les élections sont organisées par le pouvoir et par tous les mécanismes qui sont, malheureusement, qui sont, si vous voulez, contrôlés par le même pouvoir. Aujourd'hui, bien qu'on parle de l'instance indépendante que je mettrai entre parenthèses d'organisation des élections, mais aujourd'hui, comme vous le savez, l'opposition a été carrément mise sous contrainte, a été mise vraiment, je dirais même à l'écart. Aujourd'hui, cette élection se fera entre le système et sa clientèle, proprement dit. Donc, même demain, on ne saura pas comment ça va se faire ces élections. Est-ce que vraiment on aura des élections transparentes? Est-ce qu'on aura des élections qui vont permettre une expression authentique de la volonté populaire? Moi, je ne dirais pas plus, mais bon, la question reste ouverte du moment que, le pouvoir a empêché les Algériens d'exprimer leurs opinions, pas seulement demain, mais durant tout le processus électoral. Les élections ne se limitent pas au jour du vote. Les élections, c'est tout un processus, mais nous avons vu le processus et les indicateurs, sinon les signes, sont suffisants aujourd'hui pour dire que cette élection n'est pas démocratique, n'est pas transparente et ne permettra pas l'expression de la volonté populaire. Merci Saïd Salhi, au plaisir de vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Au plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors,
Mes chers amis, nous venons d'être rejoints par Morad Yefsah, consultant senior, fondateur de l'ACCAF. Comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Très bien. Merci d'être là. Hassan Hirash, qui nous a rejoint aussi, qui n'est plus à présenter dans ce plateau. Hassan, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, Mossab, d'abord, première question. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration de rassemblement devant les consulats en France, je crois, Paris et région parisienne, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a eu un petit quiproquo avec l'administration française, ici à Paris, qui s'affiche au grand jour à la faveur du maintien des militaires, donc de ce régime en place. Elle nous le fait savoir administrativement. Initialement, les collectifs ont fait des demandes, des déclarations, puisqu'en France, c'est le régime déclaratif, pour se rassembler devant les ambassades ou les consulats pour protester contre les élections, ce qui a été refusé par le préfet, au-delà du préfet, bien sûr, hiérarchiquement. Donc ensuite, c'est ça qui a créé une sorte de quiproquo. Mais je tiens à annoncer ici qu'il y a eu des efforts qui ont payé jusqu'à hier soir seulement, parce qu'il y a eu le collectif Libérant et l'association à laquelle j'appartiens, Justice et Solidarité, on est allé jusqu'au tribunal, donc on a continué le bras de fer, et on a obtenu donc la possibilité de se mobiliser devant les consulats, devant l'ambassade et même devant le consulat général à Nation. C'est pour ça que je dis aux citoyens algériens, à partir d'aujourd'hui, le 10, le 11 et le 12, vous pouvez y aller manifester, protester massivement. Il faut y aller. Pacifiquement. Bien, toujours ne pacifiquement. Pas empêcher les gens de voter aussi. Le pacifisme est acquis. Et, oui. et puis avec le cordon de sécurité qui est là-bas, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Et donc dirigez-vous, protestez pacifiquement et montrez cette image d'opposition et de boycott contre cette mascarade électorale. De diaspora qui ne vote pas dans un consulat où il n'y a quasiment pas d'électeurs. Effectivement. Ça va fortifier cette image Parce contraire à l'engouement dont on parle. Parce qu'il y a aussi tout un jeu avec les médias, le média français qui était mobilisé pour essayer de fossoyer l'image générale. Donc ils cherchent certains Chibani pour tirer ce qui est complètement une escroquerie, c'est-à-dire un abus sur la personne, de leur faire dire l'inverse de la réalité. Et donc j'attire l'attention de la diaspora qu'elle peut protester en toute légalité à partir d'aujourd'hui déjà, hier et après-demain, le samedi, qui sera un grand jour de protestation. Sadr Hajou, sur ces élections écoutez, moi je suis là pour rappeler la position qui est du FFS, puisque je représente le FFS dans cette table ronde. Donc le FFS a pris sa position de ne pas participer à ces élections depuis le 3 avril dernier. Pour le FFS, ces élections ne constituent pas une solution à la crise multidimensionnelle que vit le pays. Certaines franges du FFS, pas tout le FFS, j'ai cru comprendre, non? Comment ça, une certaine frange? Il veut parler certainement de ceux qui ont été reçus par Tebboune. Rencontrés M. Tebboune. Écoutez, la position du FFS officielle, elle a été arrêtée lors du Conseil national du 3 avril dernier. Donc là, la rencontre avec Tebboune, c'est une rencontre justement à la demande de Tebboune qui a invité le FFS à le rencontrer. Donc, qui l'ont rencontré. Ils l'ont rencontré, mais la position officielle, c'est la non-participation. Donc là, une frange ou... C'est parce que la base militante du FFS a réagi d'une façon tellement forte qu'elle a fait dévier... un objectif qui était presque patent. C'est ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas venu d'en haut, c'est venu d'en bas. Absolument, absolument. Et tout le monde l'aura remarqué. La base du FFS a toujours été vigilante. Les instances du parti, à savoir le Conseil national,
a adopté cette position et le FFS ne participera pas à ces élections parce que bon, c'est une mascarade. Est-ce qu'il a appelé, officiellement? C'est pas une solution. Pour le FFS, ces élections, c'est un non-événement parce que non, mais est-ce que le FFS a appelé officiellement au boycott? C'est un non-événement. C'est un non-événement. Non, ça veut rien dire. Ces élections, c'est un non-événement. Non, c'est prendre le bâton par le milieu. Ou bien on s'oppose, ou bien on adhère. Les deux comme en même temps, un non-événement, non, c'est un événement parce qu'il a lieu ne serait-ce que sur le plan du fait divers. Donc, ayez une position claire. Oui ou non, c'est pas un non-événement. La base militante s'est opposée. Oui. On a des leaders qui ont adhéré. Non, mais tu es en train de et on va laisser ça te répondre. L'interlocuteur de la base militante ou le porte-parole de cette base militante. Je suis en train d'exposer la position des instances. Des instances du parti qui ont adopté cette position de non-participation à ces élections, parce que bon, c'est des élections déjà qui se déroulent dans un environnement répressif, dans une crise multidimensionnelle. C'est des élections qui ne répondent pas aux aspirations du peuple algérien, et le pouvoir il est en train de dérouler son agenda. Et c'est une façon aussi pour lui de nous dévier de notre trajectoire. Le FFS, il milite pour le changement, il milite pour un état de droit, il milite pour l'alternance au pouvoir et il appelle depuis toujours à un dialogue inclusif avec tous les acteurs, avec tous les partenaires politiques pour trouver une solution à la crise. Voilà. Mourad Yefsah, votre avis sur ces élections? Oui, je pense que je voudrais dire deux mots par rapport à la position du FFS. Je ne suis pas d'accord sur une forme de polémique vis-à-vis des forces qui ont décidé de ne pas joindre leurs moyens et leurs paroles à celles de Tebboune. Moi, je suis plutôt dans la démarche qui consiste à rassembler tous les citoyens et toutes les organisations qui refusent de cautionner la politique et l'orientation du régime en place. Et la position du FFS, qui consiste à dire on n'est pas d'accord avec ces élections et on ne participe pas à ces élections, c'est une question positive. Contrairement à Hamas, à Jabla, à Ben Grina, etc., sous la pression du régime. Mais pourquoi vous n'avez cité que des partis islamistes, là? Parce curieusement. Vous auriez mis avec eux Soufiane Gilali, le FLN, le RND, ce sont des partis du système. C'est la base sociale du système. Par contre, Hamas, Jabla, etc., ce sont des partis d'opposition. Ils se sont toujours inscrits dans la ligne politique d'opposition. Mais ce n'est pas parce qu'on se dit d'opposition qu'on est un parti d'opposition. Non, mais je pense qu'à un moment donné, ils étaient même dans une opposition radicale. Je connais ces partis. Je connais des militants de ces partis. J'ai milité en face d'eux et avec eux dans des... Vous m'étonnez beaucoup. Quand vous me dites du MSP que c'est une opposition radicale, vous me permettrez d'être étonné. Je pense... Ben Grina aussi. Ben Grina qui était, je crois, le vice-président du CNT. Je suis un peu étonné. Il y a des dirigeants fondateurs du MSP qui ont été de grands opposants au système. Qui a perçu sa pension du DRS. Bousselimani, on peut dire, à un moment donné, il a été... En effet. Et il y en a d'autres. Donc, je pense qu'on ne va pas faire l'histoire. Je reviens à un aspect qui est le plus important. Le plus important, c'est quelle stratégie et quelle tactique pour combattre ce système. C'est ça la question. Est-ce que nous, au sein du Hirak, en tant que militants organisation, à chaque fois qu'une organisation ou un militant n'épouse pas complètement notre position radicale de boycott, de rejet, etc., est-ce qu'il s'agit de le pointer du doigt et de dire que c'est un traître, ou bien pourquoi tu n'as pas fait ça? La question, à mon avis, ce n'est pas la bonne stratégie, ce n'est pas la bonne tactique. À mon avis, il faut dialoguer, il faut discuter, il faut clarifier pour converger. Et peut-être convaincre aussi.
Non, la question c'est que convaincre, c'est autre chose. Parce qu'à ce rythme-là, on aurait encore à accepter Gilal et Sofiane dans le Hirak. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, il n'y a pas de problème. Ta position qui consiste... problème. Non, on peut échanger, mais... Laisse-moi terminer. Ta position qui consiste... Ta position, toi, moi, je te cite, parce que sur la base de faits clairs, et ton comportement dans le Hirak parisien... par rapport, par exemple, à la manifestation du 13 septembre, qui consiste à pointer du doigt, et même des fois, à insulter, à porter atteinte à l'intégrité de militants et d'organisations, n'est pas positif. Je me permets de vous demander... Je n'ai jamais polémiqué sur... Non, moi je suis pour le débat et la discussion. Mais si vous allez dans ce sens, nous allons sortir de notre sujet. Je pense qu'on est dans le sujet sur la question de la stratégie. On n'est pas dans le sujet des élections. Oui, voilà. Sur les élections. Moi, je pense qu'il faut, premièrement, à mon avis, nous sommes dans une situation très grave. Je pense que quelque chose de très très grave se prépare pour l'après-élection. Et je vais revenir à vous avec cette question de très grave. Pardon, je suis obligé de faire le tour de micro. Je suis obligé de dire ce deuxième point. Allez-y. Pour cette raison, il faut absolument qu'on rassemble tous les citoyens, tous les militants et toutes les organisations qui sont pour en finir avec ce système. Je vais revenir à vous pour nous parler de pourquoi vous pensez que nous sommes dans une situation très grave. Parce que... Dans un petit moment. Hassan Herj, oui. Sur ces élections. Sur la même question. Sur ces élections, d'abord, ce ne sont pas des élections. C'est une pièce de théâtre pour donner une espèce de légalité à un système, parce qu'ils savent très bien qu'au niveau international, on leur dit « Écoutez, il faut faire des élections législatives, il faut faire une constitution. » Pourquoi, Hassan? Pourquoi ont-ils dissous une assemblée dont ils disent « c'est pas c'était à Saba », alors qu'ils lui ont fait valider la constitution qui a été soi-disant votée par un référendum, et pourquoi ont-ils pris le risque de précipiter des élections qu'ils ne maîtrisent même pas et qu'ils risquent de perdre la face avec? Pourquoi? Qu'est-ce qui les presse? Ils maîtrisent un processus exactement le même qu'il y a eu le 12-12 avec la désignation d'Abdelmajid Tebboune à la présidence de la République, avec la même méthode qu'ils ont organisé le référendum pour la Constitution. Et donc, ils utilisent là la même méthode pour ces pseudo-élections législatives. Donc, à la fois, donner l'impression, notamment à ceux qui les soutiennent, de façon à ce qu'on dise, vous voyez, il y a des réformes. Par exemple, le ministre français des Affaires étrangères, pour ne pas dire qu'il est ministre français des Affaires algériennes, qui a dit à l'Assemblée nationale qu'il y a des réformes, qu'il y a des élections, etc. etc. Donc c'est pour donner quelques billes, même si elles sont en plastique, quelques billes à des gens comme ça qui les soutiennent, qui soutiennent le régime, pour dire, vous voyez, il y a eu des élections, il y a eu une opposition, il y a des gens qui ont voté, des gens qui n'ont pas voté, etc. Et ils vont donner des chiffres pas à la Brejnevienne, pas à la Bouteflika dans les années 90. Sofiane Djilali a parlé de plus de 40%. Oui, Sofiane Djilali doit être au courant. Il a parlé de un peu plus de 40%. Je pense qu'il a négocié son quota, donc très certainement qu'il est au courant. Ce dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de consolider les chiffres officiels des quotas pour savoir qui finalement... Mais comment ils vont faire? Ils vont frauder comme on l'a vu tout à l'heure en mettant des empreintes. C'est fini ça. C'est fini ça. À l'électronique, en centrale. Oui, mais ils décident. Vous savez, on rassemble les chiffres au niveau des wilayas, au niveau de l'instance indépendante, indépendante qui est en fait l'instance officielle, qui est totalement dépendante du régime. Donc ils vont collecter les chiffres, mais après ils vont évidemment proclamer d'autres chiffres. Vous savez, M. Benchenouf, nous sommes dans une situation qui est totalement similaire à la période coloniale, à savoir qu'il y a un premier collège et un deuxième collège. Le premier collège, c'est celui qu'on autorise aujourd'hui de s'exprimer, qui est protégé par des dizaines de milliers de policiers, qui est protégé par la police politique, qui est protégé par l'armée, la gendarmerie, etc. Et on va leur dire, écoutez,
on va vous organiser des élections, on va vous donner la possibilité de vous exprimer dans les médias publics, dans la télévision, le NTV, la télévision publique, dans les journaux publics, etc. Alors que le deuxième collège, c'est-à-dire le monde du Hirak, évidemment, avec toutes ces familles politiques, ce monde-là n'a pas le droit à l'expression. Ce monde-là, il peut pas dire « nous refusons ces élections-là ». Il ne peut pas sortir dans la rue, manifester en ayant des pancartes, des banderoles, etc., des tracts pour dire « non à ces élections ». Ce deuxième collège n'a pas le droit à la parole. Donc, vous me posez la question sur les élections, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il y a un semblant d'élection pour un habillage politique, faire croire qu'il y a eu un choix, mais ce choix est exactement le même. Peut-être juste cette dernière phrase, M. Benchenouf, si vous permettez. Gaïd Salah, feu général Gaïd Salah, avait décidé la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Le même Gaïd Salah a décidé l'ascension d'Abdelmajid Tebboune. Oui. Nous sommes dans cette configuration-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'état-major et la police politique décident aujourd'hui, la veille des élections, décident de qui va chuter et décident de qui aura l'ascension politique. Gaïd Salah, dont je rappelle qu'il était l'ex-état-major, le chef d'état-major, décédé dans des conditions très suspectes. Absolument. Et qui aurait appelé naturellement à une autopsie qui aurait été refusée à la demande de sa famille. Voilà. Je n'en dis pas plus. Par rapport à l'état-major, juste une petite incartade comme ça, une petite blague. Vous savez, dans état-major, il y a État. C'est pour ça qu'ils s'imaginent que l'État leur appartient. Ah, c'est clair. Voilà. Alors, Moussab, ces élections n'en sont pas, comme est en train de le dire Hassan. Mais il n'empêche que si ce régime a pris le risque de les mettre en branle, de les organiser, c'est que ça doit avoir une sacrée importance pour lui. Pourquoi les a-t-il organisées alors qu'elles sont devenues pour lui très contre-productives? Et quel risque de l'être encore plus s'il y a un véritable boycott massif, à votre avis? Bien sûr, le régime militaire et le cercle des sécuritaires, des mukhabarat, du renseignement et de la police politique, ils ont une mentalité de caserne. Quand ils mettent quelque chose sur papier, dans leur tête, ils doivent y aller jusqu'au bout. Donc c'est cette mentalité un peu jusqu'au boutiste. C'est ce qui les pousse à aller de l'avant. Le problème, c'est qu'eux aussi, ils jouent énormément avec cela, mais ils ne savent pas faire une bonne réalisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que les élections, une élection est un événement politique. Or, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des élections dans un contexte de répression, c'est-à-dire quelque chose de politique dans un contexte sécuritaire. Et les deux images ne matchent pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils s'imaginent que voilà, allez, on organise et c'est fini. Et il ne faut pas oublier que la mentalité d'une junte militaire a horreur des pratiques citoyennes, comme les élections, et des pratiques politiques, comme ces référendums et ces échéances. Alors, dans ce cas-là, ils sont en train de parier, de jouer un pari, et ils continuent. Le problème, c'est que le pari est d'ores et déjà compromis et fallacieux dès le départ. Pourquoi? Parce que ces élections, déjà j'ai dit le contexte sécuritaire, mais même dans ces résultats, ils ne vont pas réaliser ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, c'est quoi le grand espoir? C'est de bâtir ces murs de façades civiles et de dire, voilà, il n'y a plus de militaires, nous nous retirons. En fait, il n'y a que des civils, c'est des façades civiles. C'est le fameux Tebboune, les présidentielles, c'est le référendum sur la Constitution et ainsi les législatives. Or, le problème est que cela a été déjà compromis par les médias internationaux. Quand un journal comme Le Monde parle au nom du Hirak, pas au nom du Hirak, comme le Hirak, et utilise les mêmes terminologies des opposants radicaux, non pas les plus un peu enclins à autre chose. Donc, ils disent Tebboune est la façade civile des militaires. Donc ici, toute la rhétorique des militaires, elle est fallacieuse, elle est tombée à l'eau. D'autant plus qu'il se base sur un argument fallacieux qui est l'argument, ou fragile, qui est l'argument numérique. On a vu dans les fameux derniers interviews de Tebboune, que ce soit dans Le Point ou sur Al Jazeera,
il met trop en avant l'argument numérique, c'est-à-dire le quantitatif. Ça veut dire quoi? Qu'il va négliger l'autre côté qui est le qualitatif, parce qu'il sait qu'il ne va pas obtenir le qualitatif, il n'y aura pas de qualité de gens, de citoyens qui vont adhérer. Mais en termes électoraux, en principe, il n'y a pas de qualitatif. Un homme est égal à une voix. Oui, mais c'est la citoyenneté, la conscience, l'adhésion au discours. C'est que déjà, ils n'ont pas produit de discours. Quand on voit les scènes de campagne électorale, il n'y a pas de production de discours. Et ça, c'est le grand dilemme du régime, c'est qu'il n'arrive pas à produire des discours. Donc tout ce qu'il offre, même sous le nom de Al-Jazair al-Jadida, ne prend pas. Ainsi, le dilemme, il est où? L'impasse, parce que c'est ça le nœud de l'histoire. C'est que si il organise ces élections, ben, il doit avoir une façade civile qui va le représenter. Comment il va la faire? Avec les indépendants, il n'aura pas la clientélaire. S'il va vers les anciens partis, c'est l'ancien régime. S'il a un faible taux, ben, c'est que ce n'était pas très réussi. S'il a un énorme taux, c'est que c'était un bourrage des urnes. Alors, ici, c'est ce que la police politique, je suppose qu'elle le comprend, mais elle n'essaye pas de l'admettre. Et on le voit déjà dans la revue El Jaish. C'est qu'on trouve du discours qui est complètement aberrant sur le loup, le scorpion, Dracula. Et tout ça, c'est quoi? Ça dégage quelle image? Ça dégage l'image d'un régime encerclé, complètement cerné, qui n'arrive pas à trouver la situation, à résoudre la situation qui se trouve dans l'impasse. Et pour terminer, c'est-à-dire, c'est celle-là la situation d'impasse, puisqu'il est cerné par le Hirak, par le Front social, par la crise économique et par sa propre bêtise. Logique. Bêtise. Parce que, aussi, je termine là-dessus, parce que j'étais interpellé nommément. Je pense qu'interpeller les gens nommément, ce n'est pas du goût. Allez, alors, très vite, Hassan, parce qu'il y a un dernier tour très court. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de soucis par rapport à la médiocrité des candidats, parce que comme il n'y a pas la liberté, donc les meilleurs ne se présentent pas. Ils ont tellement ce souci que Tebboune a demandé à 20 fonctionnaires de l'APN de se présenter. Donc ils sont évidemment élus à l'avance. Pourquoi? Pour faire marcher l'Assemblée. Parce que... mais aussi parce qu'une médiocratie ne peut pas générer du mérite. Non, parce que c'est les seuls qui connaissent un minimum de règles. Oui. Donc pour que cette pseudo-Assemblée puisse fonctionner, ils ont demandé à des fonctionnaires de l'Assemblée de se présenter. C'est unique dans l'histoire du monde. Alors, une autre triste nouvelle après celle de Karim Tabou. On vient de nous appeler d'Alger à l'instant pour nous signaler que Ihsan Qadhi, le directeur de Maghreb Émergent et de Radio M, vient d'être arrêté. C'est ce que je dis, ils sont complètement cernés, ils sont dans cette logique de complot partout, ils sont cernés. Alors, ça trouve toute notre solidarité, aussi bien Karim Tabou que Ihsan Qadhi et que tous les gens qui sont arrêtés, emprisonnés. Et j'espère que cette solidarité va être exprimée par le boycott. C'est la meilleure façon d'être à leur côté. Solidaire. Alors, Saad Qajou, c'est le dernier tour de micro. Je vous demanderai d'être assez bref, assez dynamique. Qu'est-ce que vous attendez de l'électorat algérien? Qu'il se contente de boycotter massivement ou boycotter massivement et autre chose? Oui, enfin juste puisque Moussa m'a interpellé tout à l'heure, moi je pense que sur la... allons-y parce que nous allons perdre du temps dans des chamailleries. Non, ce n'est pas des chamailleries, mais sur la place parisienne. C'est-à-dire là, je parle de la diaspora algérienne. Oui. Donc on a initié, et Morad ont témoigné, des événements sur la place de Paris, avec des organisations représentatives et ancrées dans le Hirak. Voilà. La fameuse marche-là de 13, il y avait aussi quelques éléments qui étaient déjà à l'époque les précurseurs de la division. Parce que bon, pour rivaliser avec ce pouvoir, pour s'opposer à ce pouvoir, il faut prêcher l'unité. Et malheureusement, à cette période-là, il y avait des éléments, pour X, Y raison, ils ont prêché autre chose que l'unité dans l'action. Voilà, ça, je pense qu'il faut, le souligner et le rappeler, parce que bon, l'intérêt des organisations dans l'encadrement de la contestation, dans l'encadrement de tout ce processus qui est en train de se mettre en place est très très importante et capitale.
Donc moi, je n'ai pas de consigne à donner au peuple algérien. Le peuple algérien, il est souverain. Je pense qu'il sait ce qu'il va, la position qu'il va prôner. Il y aura un boycott massif de ces élections parce que, bon, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un non-événement. Et je ne pense pas que le peuple algérien ira à l'encontre de l'histoire. Donc le pouvoir, il va organiser ces élections à huis clos. Il y aura une chambre d'enregistrement comme d'habitude. Et voilà. Mais après, bon, je vais juste interpeller. C'est-à-dire qu'il faut pas... il faut être vigilant sur la violence. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui veulent voter, ben, qu'ils les laissent voter. Voilà. Donc, il ne faut pas sombrer dans le cycle de la Mourad, violence. vous avez parlé tout à l'heure de gravité. Moi, personnellement, ça m'a interpellé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis du comité de citoyens algériens en France pour l'Assemblée constituante souveraine. Nous avons pour habitude, nous, de fonctionner en termes de discussion et de dialogue permanent à l'intérieur de notre comité. On fait des réunions régulières. Mais on fait aussi des réunions quand on constate quelque chose qui se passe. Un militant peut dire il faut qu'on se réunisse tout de suite et qu'on discute. Et c'est vrai que cette semaine, on constate effectivement plusieurs signaux. Que ce soit des interpellations, que ce soit l'augmentation du nombre de militants arrêtés. À un moment donné, une quantité peut effectivement se transformer en quelque chose d'autre. Et on voit effectivement depuis le 8 mai 2021, il y a crescendo donc un comportement donc, de ce régime avec donc l'utilisation de la violence, l'utilisation des provocations, l'utilisation des dénonciations, des moyens qui sont très particuliers. Qui pourraient dégénérer. Moi, je pense que ce que tu viens de dire, je ne savais pas, hein, je viens d'apprendre qu'effectivement Tabou a été arrêté, que le Qadi Hassan, moi je pense qu'effectivement, il peut tout se passer. Tout peut se passer. Tout. Y compris un coup d'État, par exemple. On peut se retrouver devant n'importe quel événement. J'ai vécu la période de 90. Je l'ai vécu en temps réel à Alger. J'ai vu jour après jour, heure après heure, comment le pouvoir à l'époque, effectivement, préparait, comment il provoquait, comment il poussait certains à manifester d'une certaine manière, comment ensuite il a réprimé, comment il a arrêté Abbassi Ali Belhadj, et comment il a poussé à ce qu'il participe aux élections, et comment ensuite ils ont... Donc, bien sûr, c'est une expérience énorme. Aujourd'hui, il y a des témoignages sur YouTube, on peut apprendre des choses là-dessus. Pour justement éviter que là, durant cette période, on réponde aux provocations. Je pense, le peuple algérien, il a la capacité, la force et la détermination pour abattre ce système pacifiquement, à condition qu'il y ait l'unité et que le FFS, le RCD, tous les partis qui se situent en dehors de ce système et qui veulent effectivement une refondation donc d'un système véritablement démocratique qui s'appuie sur la souveraineté du peuple algérien pour décider, pour être souverain sur toutes les institutions et bien entendu pour décider de toutes ces ressources. Donc, mais je me permets de vous interrompre. Hassan, très vite, le mot de la fin. Je suis désolé. Si le mot de la fin vous reviendra. Alors. Allez-y, Hassan. Très vite, s'il vous plaît, parce que... Je pense que demain, les élections, le peuple algérien va donner une gifle à ce pouvoir-là. Il va donner une gifle parce qu'il va montrer qu'il a rejeté complètement cette manière complètement théâtrale, fourbe et violente de faire passer de pseudo-élections contre la volonté populaire. Moi, je vous dis, M. Benchounouf, il y a un problème. Et je vais dans le sens de M. Moussab tout à l'heure. Nous sommes dans un système où tous les gens qui ont des fonctions, à commencer par M. Tebboune par exemple, il a été sous-préfet, il a été wali, il a été ministre, Premier ministre. Il a même été deux fois ministre dans un seul... C'est ça. Dans une seule... C'est ça. Il a toujours eu un poste, mais il n'a jamais eu une fonction. Parce que la fonction, c'est ce qui tire les ficelles. Et c'est pareil pour l'ensemble du personnel politique algérien. Ils peuvent avoir des postes, mais ils ne peuvent pas avoir de fonction. Et nous sommes dans un système complètement pervers. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent
la violence, parce qu'ils utilisent le mensonge, parce qu'ils sont dans le cynisme, parce qu'ils sont dans complètement dans toujours le noir et blanc. Ils sont dans la tromperie. Tout ça, M. Benchenouf, ce sont des symptômes du pervers narcissique. Et malheureusement, cette mentalité a été instituée depuis quasiment 1962. Moussab, le mot de la fin, très vite. En fait, ces élections, il faut savoir, elles ne vont rien changer parce que l'image du régime, ça y est, elle est ancrée. C'est un régime dictatorial. C'est comme on parle de la Birmanie ou autre chose. Maintenant, l'enjeu de Tebboune est autre parce que lui, c'est absolument rien sur l'échiquier. Par contre, les militaires et le cercle des généraux sécuritaires qui lui ont fait dire cet après-midi, d'ailleurs, une phrase impressionnante, « As-sam'a wa ta'a lil umam al-muttahida ». C'est incroyable. Oui, donc, obéissance et soumission aux Nations Unies. Donc, ça, c'est un chef d'État qui parle de cette Al Jazeera, hein, il a dit. Oui, et donc, mais ça résume quoi? Parce que ça aussi, ça connote. Ça veut dire que... Il aurait pu dire le respect, pas sama wa ta'a. Oui, non, mais c'est le degré de... On est mené par vous. Oui. C'est ça. Mais pourquoi cette phrase? Parce qu'en fait, il y a maintenant un engagement. L'Algérie doit engager son armée au Sahel. D'ailleurs, ce n'est pas fortuit. Cette déclaration vient quand aujourd'hui, cet après-midi, Macron retire le moitié de son effectif de l'armée française au Sahel. Il le réduit de 5 000, un peu plus, à 2 500. Donc ici, l'enjeu n'est pas de faire une violence ici ou de basculer dans la violence. C'est des intérêts stratégiques. C'est pour ça que la France continue de soutenir. C'est aussi le droit de réponse de l'ambassadeur français à Alger. Mais il faut savoir que tout ça ne fait qu'enfoncer encore le régime. En fait, le régime est fini. Il y a uniquement des généraux qui essayent de sauver leur peau par la main de fer. Voilà, merci à vous tous. Je ne fais plus de tour de micro. Merci à vous tous d'avoir assisté. Ce dernier mot, non aux élections. Parce qu'elles ne sont pas de vraies élections. Ah bah, très bien, je vous remercie. Pour le rejet, pour le boycott des élections. Voilà, pour le boycott, un dernier mot. L'empêchement par la paix. Parler paisiblement, mais il faut faire tout pour empêcher le vote. Soutien à tous les détenus politiques et d'opinion. Soutien à tous les détenus d'opinion et les détenus politiques. Merci à vous, chers amis, d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre couverture spéciale continue demain et après-demain. Et j'espère que vous resterez avec nous. Merci. Selmiya, Selmiya, Khawa, Khawa.